Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Entretiens de Théodros. Je suis ravi de vous retrouver. Bonne année 2026 à tout le monde, déjà dans un premier temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, juste un rappel contextuel, je suis Francis Nguele, je suis le fondateur de l'école Théodros. On forme des commerciaux dans la tech et les industries émergentes, les nouvelles technologies en Afrique. Et l'idée, c'est de former les meilleurs business développeurs du continent africain. L'idée de ces entretiens, c'est de recevoir des personnalités marquantes, impactantes du continent, issus de l'écosystème tech africain. Vous allez voir des personnalités qui sont engagées, qui sont force de proposition et qui vont vous marquer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Félicia Sangaré, qui est la DRH du groupe Jamo. Jamo, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est une néobanque africaine qui est en hyper-croissance dans toute l'Afrique. Il y a énormément de choses à dire et je pense que vous allez vous régaler. Bonjour Félicia. Bonjour Francis, comment ça va? Très bien et toi? Super. Je suis ravi de te retrouver. Moi aussi. Tu sais que quand j'ai commencé ces podcasts, c'était vraiment la première personne que je voulais inviter. Tu le savais en plus, Oui. on en a déjà parlé. Effectivement. C'était important pour moi de te recevoir parce que je trouve que tu es une belle personnalité. Merci. Je trouve que tu as beaucoup d'engagement, tu as beaucoup de passion dans ce que tu fais et c'est important que les gens te connaissent un peu plus. Tu vois? D'accord. Alors, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et voilà, quelle est un peu ton histoire dans un premier temps? Super, merci donc Francis de m'accueillir. Donc bonjour à tous. Alors je suis Félicia Sangaré, comme tu l'as déjà dit. Je suis aujourd'hui, je n'aime pas trop le terme DRH, je préfère le terme Head of People et puis ça va s'expliquer un peu à travers mon parcours. Alors moi, en termes de background, j'ai un background en économie et politique. Donc aussi surprenant que ça soit, je n'ai pas fait de RH. Par contre, à travers ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans différents départements RH, à différentes positions et on dirait dans différents secteurs. Donc, premier poste RH de ma carrière, c'était d'abord ingénierie d'imagerie médicale. Je m'occupe principalement de l'administration, mais aussi des projets de certification. Donc, tout ce qui va être ISO 9001, 14001, environnemental, ESG et consorts. Ensuite, je passe moi-même en sales. Donc, je rentre... Intéressant. Intéressant, on va en parler après. Hein. On va en parler. Ouais. Donc, ensuite, je fais un shift complet. Je pars dans l'industrie de la construction, BTP, grands travaux, maçonnerie, restauration. Et je suis coordonnatrice des ventes. Donc, je dirais, c'est là où, je dirais, la petite fibre commerciale se révèle en moi. Maintenant, je fais quoi? Je fais un peu moins de 2 ans dans cette industrie-là. Et je switch complètement. Je me dis, j'aime beaucoup le sales, mais ce n'est pas tout à fait ce que je veux faire. Donc, je prends un moment de pause et je pense que c'est très important. Je dis tout le monde dans sa carrière doit avoir un moment là où il prend un peu de recul avant de pouvoir sauter. Et donc, je m'approche d'agences intérimaires au niveau du Canada et je leur dis, écoutez, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Donc, proposez-moi plein de petits contrats et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, ils me proposent un contrat en fait en placement, en body placement dans l'industrie de la tech finalement. Okay. Ensuite, ils me proposent un placement au niveau des hôpitaux. Hein. Comme vous savez, au niveau du Québec, au Canada, ce sont plutôt des centres intégrés universitaires et il fallait faire une refonte complète de leur système, on va dire, de gestion du personnel, gestion de rotation et donc recrutement simultanément. Donc là, ça se précise un tout petit peu, on va dire. Et de cette expérience-là, je me retrouve en fait avec une proposition d'une agence de chasse de tête. D'abord, ils me contactent parce qu'ils veulent me placer pour un rôle marketing chez une personne. Donc, je viens, je rencontre celle qui va devenir mon mentor pendant près de 5 ans, Dawn Williams, et elle me dit « Oh, je vais aller te placer chez X compagnie ». À la fin de l'entretien, elle me rappelle et puis elle dit « En fait, finalement, j'ai pas envie. J'ai envie que tu travailles avec moi, tout simplement. » Okay. Elle me dit, je sais que tu n'es pas tout à fait dans le recrutement, mais voilà ce que j'ai à te proposer. C'est un poste de researcher, donc basically, headhunting pur. C'est tu es sur les réseaux sociaux et tu fais de la recherche, de la chasse de profil. Que ça. Ouais. Et c'est quand même un métier de pointe parce que immédiatement, lorsqu'elle me met dessus, c'est... Elle ne travaille que sur des postes vraiment de très haut niveau. Ouais. Donc, premier rôle de recrutement, premier rôle de headhunting, et puis je suis sur des postes, sur des rôles à haut calibre, on va dire. Parce qu'on parle de C-level, on parle même parfois de cofondation, de personnes qui cherchent des cofondateurs pour les accompagner. Et puis, donc voilà comment cette belle aventure. Ça se passe très, très, très rapidement, comme beaucoup de choses dans ma carrière à partir de ce moment-là. On fait 5 ans ensemble. Et puis, le Covid arrive, on travaille tous de la maison. Ouais. Et fin 2020, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire juste pour 2 semaines. D'accord. Et 2 semaines, aujourd'hui, on est à officiellement 5 ans.
Je rentre 2 semaines, je travaille toujours à distance. J'ai une première opportunité dans une très belle compagnie de la place, un super recruteur. Mais je ne sais pas comment dire. J'ai fait le recrutement, j'en ai mangé et je l'ai fait 360. Ouais. Ça veut dire j'ai chassé mes clients. Tu connais les process. Je connais mes process. J'ai géré on va dire des budgets. J'ai eu des clients récurrents. J'ai eu beaucoup de choses et j'avais pas envie de recommencer la même cadence. Et les RH m'appelaient toujours, mais j'étais pas encore prête, on va dire, à devenir responsable des ressources humaines, tout simplement. Donc, j'aime bien l'offre. Ensuite, Wave m'approche et me dit, on a un poste de recruteur. Je dis, bon, recruteur, ça veut dire quoi pour Wave? Donc, il me parle quand même d'une compagnie qui vient d'être lancée en Côte d'Ivoire vers 2020. On est déjà en 2021 à ce moment-là. Et ils recherchent des recruteurs vraiment qui ont beaucoup d'expérience, qui vont les aider à staffer sans aucune limite de territoire. Je dis, bon, ça c'est dans mes cordes, déjà c'est un peu plus intéressant. Allons-y, lançons-nous. Et donc je rejoins Wave en avril 2021. En moins de 2 semaines, j'ai ma première promotion. Je deviens lead. Donc, si tu veux, je commence le 28 avril, le 12 mai, j'ai ma première promotion. Parce qu'ils se rendent compte tout simplement que, pas qu'il y avait une mauvaise qualification, mais que j'avais un niveau, en fait, suffisant pour pouvoir leader la Côte d'Ivoire. Donc, je lead la Côte d'Ivoire et je commence à travailler, en fait, sur l'ouverture du Burkina. Ensuite, on ouvre le Mali, on fait les recrutements à distance et ils me proposent d'aller au Mali, rester un peu, aider un peu à structurer les choses. Mais une fois qu'on commence à voyager en tant que recruteur, c'est plus simplement du recrutement. Ça part vraiment dans cette idée ou cet esprit de gestion du capital humain et de ce que j'appelle, moi, finalement, du talent management. On rencontre les gens sur place, on commence à mieux les connaître, à mieux comprendre la trajectoire qu'ils ont envie de prendre, à mieux comprendre les profils aussi qui vont fitter. Parce qu'au début, on recrute par expérience, on sait à peu près ce qu'on est en train de faire, mais une fois qu'on les rencontre, qu'on est dans l'environnement, je trouve que ça précise encore plus ce type de profil qu'on va chercher. Ensuite, l'autre aventure, c'est toujours avec Wave, aller au Bénin, aller au Togo, ouvrir, puis ensuite fermer les pays, malheureusement, pour l'histoire qu'on connaît. Et donc, à ce moment-là, je rentre en Côte d'Ivoire. On fait 1-2 voyages sur le Sénégal. Et la première question que je me pose, c'est, ça va être quoi mon prochain step? Wave nous demande de monter un département, celui du marchand, avec donc plusieurs acteurs. Je veux dire, il y avait quand même la general manager qui était vraiment sur ce projet-là. On monte le marchand. Il me propose d'être lead encore, donc je reviens un peu au sales, mais au niveau de l'account management, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont obtenu le client, nous, on va pour former les clients sur la solution marchande. Je la fais, j'aime bien, mais je n'ai pas envie de rester dans ce poste. Moi, je veux revenir vers les RH parce que je sais ce que c'est la vente et puis je pense qu'il faut connaître sa personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la pression du chiffre. Et je ne suis pas suffisamment, je dirais... je ne suis tellement pas accrochée aux chiffres que moi, si quelqu'un m'a dit non, ben c'est non, je passe à autre chose. Tout simplement, je n'ai aucun ressentiment, je n'ai même pas envie de revenir te voir, je ne suis pas stressée par ça. Donc, non, mais c'est réel. Je dis toujours, un bon sales se connaît d'abord. Oui, bien. Alors ça, c'est la première chose. C'est très bien défini. Ça. Donc, je suis contactée par Jamo, qui me propose quelque chose de très intéressant, un poste de Global Talent Manager, donc bien entendu concentré sur l'acquisition, la rétention et la gestion des talents, mais avec une perspective d'évolution un peu plus généraliste. Et j'adore en fait l'idée Jamo. J'aime bien dire Jamo, c'est pour des Africains par des Africains. Et ça, il y a rien qui égalise ça. Aujourd'hui, je pense que justement, quand on va parler un peu des différents profils et de la difficulté, je pense on pense à tort que nous n'avons pas les talents et que nous ne sommes pas les meilleures personnes pour régler nos problèmes. Et c'est pour ça que cette aventure, je l'ai trouvée ultra intéressante quand il me présente le projet. Et il y a un deuxième aspect aussi qui m'attire chez Jamo, la personnalité des cofondateurs. J'allais t'en parler justement, c'était ma prochaine question. C'est ça, c'est 2 personnalités très différentes, très complémentaires, mais en même temps qui sont, j'ai envie de vous dire, les meilleurs dans ce qu'ils font. Et qui avaient tous les 2 pensé en fait à cette solution, chacun respectivement dans son domaine, Régis en tant qu'ingénieur, Hassan en tant que businessman. Donc lorsqu'ils se retrouvent, c'est une intersection parfaite en fait de l'institution financière digitale.
Jamo, ça vient vraiment répondre à un problème de bancarisation, non pas de dire qu'il n'y a pas de banque ou qu'il n'y a pas d'autres solutions sur le marché. Elles sont là, elles existent, mais elles ne sont pas forcément ajustées aux réalités de nos populations. Exactement. Moi, j'aime bien dire, au lieu de se plaindre de pourquoi le SMIC est à 75 000 francs CFA, il faut bâtir des solutions qui prennent en compte que le SMIC est à 75 000 francs CFA. Et c'est ça, Jamo, finalement. C'est prendre en compte ces réalités-là, prendre en compte le fait qu'au-delà de proposer une solution, il faut éduquer. On doit éduquer les gens à la bonne gestion financière, à comprendre comment générer du revenu passif, actif, comment investir et vraiment même comment épargner. Parce que, je répète, le niveau de revenu n'est pas le problème, c'est l'éducation financière et c'est tout ça mis ensemble qui crée une autonomie financière finalement. Donc, voilà. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est vous avez obtenu récemment une licence de microfinance, du coup. Oui. Donc, en fait, vous changez de registre. Là, on passe sur, finalement, une néobanque qui va pouvoir proposer des produits bancaires sur beaucoup de pays en Afrique. Qu'est-ce que ça, toi, en termes d'impact sur ton scope, qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, j'ai envie de te dire pas grand-chose parce que je connaissais les ambitions de Jamo. Notre business plan n'est pas sur 1 an, il est sur plusieurs années. Donc, on sait exactement où on va. Et même depuis le début, la manière dont on recrute, c'est en vue de remplir tous ces milestones qu'on va aller chercher. On savait qu'on voulait obtenir cet agrément de microfinance et il fallait donc, dès le départ, avoir des équipes qui pouvaient continuer en fait cette aventure, former nos équipes, s'assurer que les gens ont les certifications requises, par exemple, de l'AMF, s'assurer que nous mettons en place des équipes ou des squads même technologiques dédiés à bâtir l'architecture du crédit, utiliser le machine learning, utiliser l'AI, utiliser la data science pour finalement bâtir les produits. Ce n'est pas quand on obtient une licence qu'on commence à travailler son produit, on travaille son produit en amont pour que lorsqu'on obtient le droit finalement d'exercer, on est prêt. On est prêt. Super, super. Et je reste sur la partie technique du coup. Donc si je réfléchis un peu, finalement, donc Jamo, donc start-up, scale-up, on peut même dire aujourd'hui, parce que vu la croissance, c'est même une start-up. On reste une start-up, je dirais, dans notre manière de fonctionner et dans notre réalité de tous les jours. Par contre, scale-up dans la manière dont aujourd'hui on va se réorganiser en interne. Lorsque j'arrive chez Jamo, on est entre 50 et 60. Aujourd'hui, on est 330 personnes. Donc, on est complètement sur un scale différent. J'ai rejoint Jamo en novembre 2022. Nous sommes à peine en début 2026. Ça ne fait pas si longtemps que ça. On a triplé, quadruplé de taille. C'est énorme. Et il faut pouvoir gérer cette croissance de manière organisée. Tu sais, dans le métier qu'on fait aujourd'hui, donc qui est dans finalement l'institution financière digitale et qui est en train de réinventer ce que la banque traditionnelle et le mobile money ainsi que les microfinances ou même les fonds d'investissement font déjà, c'est qu'on a des phases d'évolution et des phases de pénétration du marché qui sont complètement différentes. Il y a un moment là où on va tabler, et là je rentre un peu dans ton sujet de sales, il y a un moment là où on va tabler sur la pure distribution. Donc, le corps à corps sur le terrain avec le client, parce qu'il faut d'abord lui expliquer la solution. Je pense que jusque très récemment, les gens confondaient Jamo pour ceux qui connaissaient, confondaient Jamo avec un mobile money. Ils n'avaient même pas encore bien saisi. Donc là, tu vas sur le terrain, tu les éduques. Une fois qu'on a fini d'éduquer, que j'ai envie de dire le produit est déjà aimé, ensuite on passe à l'autre phase. On va pénétrer maintenant je dirais les grands comptes ou les grands marchés. Si on veut, on peut le voir comme ça. On va aller chez les employeurs, on va aller dans la grande distribution, se positionner sur le marchand. Mais le cœur de l'activité de Jamo, c'est l'individu, c'est le client. Et c'est ça qu'on ne veut pas perdre non plus. On a eu différentes phases. On a aujourd'hui de superbes équipes de vente. Comme je te dis, on a des équipes de vente terrain. On a des points relais là où on a des vendeurs en magasin. Moi, j'aime bien dire que même mon service à la clientèle, finalement, ce sont des vendeurs parce qu'il faut savoir vendre en fait l'amour pour la marque dans notre manière de fournir du service. Ensuite, on a les équipes BizDev,
purs qui vont s'occuper, comme on dit, tout simplement, c'est une question de hiérarchie du type de compte et du type de volume qu'on est capable de faire. Et ensuite, il y a dans notre secteur aussi ce qu'on va appeler le BizDev, mais stratégique, qui sont des partenariats stratégiques qu'on va aller développer. Et pour ça, c'est littéralement différents profils qu'on va recruter. Super. Alors, j'aurais beaucoup de questions sur la partie sales, tu t'en doutes bien, mais je voudrais juste revenir sur la partie technique, Oui. et notamment sur les développeurs. Oui. Parce que c'est quand même un point central de votre activité. Vous avez une plateforme qui est exceptionnelle. Moi, j'utilise depuis peu. Franchement, je suis bluffé. J'ai la petite carte, tu vois, je l'utilise au quotidien pour faire mes achats et tout. Comment on fait pour construire, et c'est peut-être aussi une question en lien avec Régis, comment on fait pour construire une équipe tech qui soit compétente en Afrique, avec tout ce que ça suppose comme complications pour trouver les bons profils? Alors, c'est de n'avoir aucune limite, Ouais. déjà. Il faut aller chercher le talent là où il se trouve. Chez Jamo, par exemple, on ne repatrie personne. D'accord. Tu travailles d'où tu es, du moment que tu es compétent. Il faut des équipes qui sont mixtes. Il faut des équipes avec différents niveaux de seniorité, déjà. Des équipes qui vont être très éclectiques, très multiculturelles aussi. Et il faut faire confiance à ces équipes-là. Et il faut les aider à monter. Et je vais dire quelque chose qui est triste, il faut savoir se détacher lorsque ça ne marche pas ou si ça ne marche plus. Pour recruter une telle équipe, on va aller par exemple sur le marché international. On va regarder en Europe, au Canada, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, où se trouve le bon développeur. On va aller l'attirer vers Jamo. On va bâtir des squads qui sont résilientes et autonomes, qui vont se concentrer sur un produit, mais pas seulement une manière de dire « Oh, je me concentre sur mon code ». Non, tu es responsable et de ton code et de le débugger en cas de problème et d'itérer sur ton code. Donc, tout de suite, ça te donne un ownership que peut-être on ne te donnerait pas. Ne pas avoir peur de prendre des jeunes parce qu'ils ont une perspective qu'on n'aura pas. Ne pas avoir peur aussi d'aller chercher des personnes beaucoup plus expérimentées. Ils ont la structure qu'on n'a pas. Et c'est ça, en fait, qui fait la bonne équipe tech. C'est si Francis, aujourd'hui, est un ingénieur back-end, qu'il est basé en Belgique et qu'il n'a pas envie de rentrer au Cameroun, ben, je l'embauche de la Belgique. Si Pierre me dit que lui, il est ivoirien, mais il vit aujourd'hui au Maroc, et puis c'est là-bas qu'il a envie de rester, mais qu'il a les compétences, je l'embauche. Il vit au Maroc. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Aujourd'hui, on pense que la proximité physique crée la performance. Quelqu'un peut être sous ton nez et être en train de sous-performer complètement. Et quelqu'un peut être très loin et être en train de performer parfaitement. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a quand même un mood aujourd'hui des grandes entreprises tech qui demandent à leurs salariés de revenir au bureau. AWS l'a fait, Google l'a fait également. Donc c'est des sujets, toi, de ce que je comprends, vous êtes vraiment dans une optique de dire, écoute, tu peux être en remote, tu peux performer, ça pose aucun problème finalement. Oui, mais attention, je suis alignée avec le retour au bureau. Alors, et je vais vous expliquer, c'est peut-être un peu plus dans un contexte socio-psychologique finalement. Le contact des êtres humains est nécessaire, ne serait-ce même que pour frotter nos différentes opinions, pour pouvoir entendre et percevoir les subtilités dans le langage de la personne, être contredit aussi de front. Donc, je comprends pourquoi aujourd'hui toutes les compagnies demandent le retour au bureau. Il y a des réalités il y a une réalité qui est que les gens ont de moins en moins de soft skills. Alors que pour réussir dans des startups ou dans des néo-entreprises, ce ne sont pas les hard skills, ce sont les soft skills qui font de nous des personnes exceptionnelles, des top performers ou des A-players. C'est rarement ta compétence technique. C'est parce que tu es capable de penser hors de la boîte que tu réussis finalement dans ces secteurs-là. Ce n'est pas parce que tu as fait 6 années d'ingénierie. 6 années d'ingénierie, c'était la base. Et on a besoin de ce contact humain-là. Donc pour moi, je suis pour. Par contre, je suis pour à différents niveaux. Je pense que lorsque quelqu'un est jeune, il commence sa carrière ou même il vient tout simplement de changer de secteur d'activité, donc il est encore novice dans son secteur, il a besoin d'être présent physiquement. Parce qu'en fait, pour être le top ingénieur, il ne faut pas comprendre l'ingénierie, il faut comprendre toute
la boîte en 360, il faut comprendre la stratégie, il faut comprendre le business, il faut comprendre les opérations, il faut comprendre la finance, il faut comprendre les challenges de chacune des business units et il faut être présent physiquement avec eux pour le faire. Aller parfois même avec eux sur le terrain lorsque nécessaire, rester à côté lorsqu'ils sont en train de bâtir quelque chose. C'est important. Jusqu'à ce qu'on atteigne un certain point de maturité professionnelle. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, c'est quand on est réellement prêt. Et à ce moment-là, on peut partir en full remote. Après, il faut être conscient de son métier. Tous les métiers ne peuvent pas être en remote. Je te donne le métier de product manager. C'est bien, tu peux rester en remote pour faire de la stratégie PM, mais tu dois être sur le terrain, en personne, avec les équipes du service à la clientèle, avec les équipes des KYC, parce que c'est leur réalité que tu dois comprendre pour venir améliorer mon produit. Et ces personnes-là sont celles qui sont le plus proches de notre client. Ensuite, tu dois aussi être sur le terrain. Tu dois aller vraiment rencontrer le client réel, et comprendre ses problématiques réelles. En étant 100% remote, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai spécifié des équipes hybrides. Et c'est ça qui fait en fait le succès et la réussite. Toi, je t'écoute et je me dis comment on fait pour mesurer les soft skills d'un super talent. Mettons que là, tu as un CV, tu vois, qui vient de, je sais pas, on va mettre un bon développeur, je sais pas, de 42, d'une grande école d'informatique. Ok, donc sur le papier, c'est génial. Donc tu dis pourquoi pas. Mais comment toi, tu vas arriver à mesurer les soft skills qui vont faire qu'il va bien se marier avec l'énergie de l'entreprise, ses pairs, etc. Alors moi, j'ai une manière très, très particulière d'approcher le recrutement. Et je vais d'abord commencer par te parler de ma gestion de la performance. C'est quoi pour moi quelqu'un qui est performant ? Quelqu'un qui est performant, c'est quelqu'un d'abord qui atteint ses objectifs. Ses objectifs doivent être liés aux objectifs clés de la compagnie pour cette année, tout simplement. Comme je dis, un OKR n'est pas ta liste de tâches. Ta liste de tâches, c'est ce que tu es censé faire. Ton OKR, il doit être smart, c'est vrai, mais il doit te challenger à faire plus et aller au-delà. Des KPI qui sont vraiment tangibles, qu'on peut mesurer. Ensuite, je fais un cycle 360, donc je vais aller te demander ta propre évaluation de toi-même. Je vais demander à ton manager de t'évaluer au-delà de tes OKR. Donc, on va poser des questions qui sont assez cartésiennes, assez carrées, mais qui vont faire ressortir ce dont j'ai besoin. Je vais demander à tes pairs de te noter. J'ai des valeurs d'entreprise, je vais te noter sur mes valeurs d'entreprise, ton adéquation à ça. Mesurer un soft skill est très subjectif. C'est pour ça que soi-même, nous devons éliminer tous les biais qui peuvent exister. Donc, on rend vraiment un système, j'ai envie de te dire, un système peut-être qui est souvent émotif, on le rend scientifique, mais on n'enlève jamais la calibration. Pourquoi on n'enlève jamais la partie calibration ? Tu peux être à 90% de tes OKR, 85% au niveau de ton évaluation 360, mais on remarque que lorsqu'on parle en fait directement avec ton manager, il va dire oui, il atteint les OKR, mais c'est quelqu'un, par exemple, la culture d'entreprise te dit d'être collaboratif, il collabore avec personne. La culture d'entreprise te demande de proposer, d'être force de proposition, même lorsque tu es hors de ton scope. C'est quelqu'un, quand ça le regarde, en fait, il est dans sa fiche de poste. D'accord. Il est à 90% dans sa fiche de poste. Donc, la calibration est nécessaire pour venir faire sortir les subtilités. Ensuite, je t'ai dit que je commençais la performance. Ensuite, mon recrutement. Moi, je ne regarde jamais de quelle école les gens viennent. C'est la dernière chose que je regarde. C'est très intéressant ce que tu dis. Sauf si je vais sourcer dans le réseau alumni. Donc, c'est spécifique, je recherche quelque chose de très précis. Par exemple, j'ai besoin de jeunes ingénieurs qui font de l'IA, du machine learning. J'appelle Epitech, je dis, OK, combien de personnes vont graduer cette année en IA, en machine learning ? Est-ce qu'on peut leur faire passer un test spécifique ? Et des résultats de ce test-là, je sélectionne mon ingénieur. Ça, c'est moi qui veux y aller. Je veux chercher quelqu'un d'HEC, je vais dans le réseau d'alumni. Sinon, je fais de la chasse au profil, à ton expérience réelle. Ensuite, je laisse les gens postuler. Je ne fais pas de distinction entre le profil que j'ai chassé et celui qui a postulé. Tout le monde est évalué sur les mêmes critères. Et ensuite, je fais mon premier entretien, que j'appelle le HR screening. Mon HR screening est censé valider que tu remplis ma fiche de poste, mais que subtilement, lorsque tu viens, tu as une valeur ajoutée à la roue qu'est Jamo. Tu as une valeur ajoutée à mon environnement de travail et tu ne vas pas venir être en dichotomie totale avec ce qu'on essaie de bâtir. Et il y a un deuxième filtre. Automatiquement, dès que moi je finis, on fait un projet, le test technique.
Ton test technique va venir évaluer justement tes hard skills. Ensuite, il y a l'entretien avec le manager. Le manager va débriefer sur ton test technique, puisque c'est lui qui a la compétence technique, c'est pas moi. Mais généralement, je connais suffisamment mes rôles aujourd'hui pour pouvoir te dire, quand je parle à quelqu'un... Tu sais de quoi il en retourne. Voilà, je sais que non, ça va, ou oui, ça, ou oui, ça passe. Et ensuite, donc tout simplement, après le manager, j'aime bien faire rencontrer les parties prenantes. C'est vrai que ça fait des processus longs, mais c'est avec ces personnes qu'il va travailler tous les jours. Donc, il faut qu'il y ait une symbiose entre eux. Il faut qu'il y ait une entente. Moi, j'aime bien dire, j'adore Dale Carnegie pour ça, mais finalement, on n'aide que les gens qu'on apprécie. Pas faux. Donc, je veux dire, à partir de là, et ensuite, il y a l'entretien avec un des cofondateurs ou un des general managers, si besoin. Et c'est critique. Ouais. Ils ont la vision. Je porte la mission. Mais ils ont la vision. Le manager a la technicalité et la partie prenante a finalement la relation de tous les jours. Et c'est important d'avoir des process qui sont robustes, qui sont standardisés. C'est bon aussi d'avoir énormément d'intuition en entretien. Je pose une question, mon entretien il est standardisé, tout le monde aura les mêmes questions, mais si je réalise que je n'ai pas la réponse, que je puisse me retourner rapidement et aller creuser pour avoir la bonne réponse. Moi, j'ai une question, c'est génial. Franchement, j'apprends énormément. Admettons que tu as un super profil en face de toi. Okay, il a passé toutes les étapes, toi, le test, le manager potentiel, mais on arrive au fondateur. Et là, tu as un des fondateurs qui te dit, là, Félicia, je pense que ça ne va pas aller. Est-ce que ça joue concrètement pour le recrutement ou toi, tu peux dire, bah, écoute, peut-être que tu n'es pas dans le vrai parce que... Alors, on va toujours débattre, les cofondateurs et moi. Et même avec les managers. Mais même ce processus-là, je l'ai rendu aussi cartésien. Je pense qu'il faut tout rationaliser et il faut sortir des émotions. Tu passes 4 entretiens. Sur 4 entretiens, il te faut au moins 2 strong yes. Ouais. C'est très simple. Si tu as 4 yes ou 3 yes... La décision est faite, finalement. Et que le cofondateur dit « non, je ne veux pas », ah non, tu passes pas. Si tu as 3 strong yes et qu'il y a une seule personne, quel que soit son niveau, qui n'est pas pour, on a de toute façon tous les éléments pour défendre ou pas le profil. Donc moi, je reste factuelle dans mes recrutements. Généralement, quelqu'un qui passe un recrutement avec moi, en bout de ligne, s'il n'est pas sélectionné et que je peux prendre 5 minutes pour l'appeler et pour lui expliquer, je prends les 5 minutes pour l'appeler, pour lui expliquer. Sinon, je reste détaillée dans mes emails. Je réponds par email. Mais il y a de ces profils que parfois je vais rappeler. Et je vais dire, tu n'as même pas échoué parce que tu n'étais pas compétent. Tu as échoué pour ça, ça ou ça. Donc, à ton prochain entretien, corrige ça pour ne pas que ça devienne en fait un problème à long terme, tout simplement. Je pense aussi que c'est ça le rôle du talent manager. Ce n'est pas un simple recruteur, ce n'est plus un simple headhunter comme on était. C'est aujourd'hui de venir équiper finalement ces jeunes et ces profils qu'on passe en entretien pour pouvoir réussir demain. Moi, j'ai eu des personnes, on est arrivé en bout, tout le monde était pour. Et j'ai appelé la personne, j'ai dit, est-ce que c'est réellement ce que tu veux faire ? Pour vraiment sentir le... Et la personne m'a dit, en fait, non. Je dis, je sais. Tu cherches juste un prochain emploi parce qu'on a des réalités financières, on a des réalités socio-économiques, mais à quoi ça sert de venir et d'être malheureux dans un environnement ou dans un travail qui ne te plaît plus ? Bien sûr. Et c'est important aussi de challenger les gens. J'ai déjà eu des personnes qui viennent, qui me disent « Oh, moi, par exemple, j'ai un diplôme d'ingénieur agronome, mais je veux faire le poste de service à la clientèle juste pour le faire. » Et je dis « Tu es en train de prendre le problème du mauvais côté. Quitte à recommencer, mais recommence dans ton secteur. Recommence dans ce qui te plaît réellement et te passionne. Parce que si tu t'es senti obligé de me le dire, c'est parce que c'est une partie de toi qui est importante. Et c'est là où c'est comme ça qu'on bâtit des bonnes équipes. Parce qu'en nous-mêmes sortant de nos émotions, sortant du fait que je veux ce candidat, et en allant se dire, OK, est-ce qu'en face de moi, j'aurai quelqu'un qui aura la même énergie que moi ?
Quand on analyse ça, eh ben, c'est là où on réalise. Et on se dit, je veux une addition à ma team. Ouais. Je ne veux pas quelqu'un qui va rajouter du challenge ou rajouter de la difficulté. C'est important qu'on ne soit pas tous pareils. C'est important d'apporter la diversité. Parce que ça, je te dis, hein, je le dis depuis le début, avoir des personnes différentes de soi nous challenge. Et ça nous fait nous remettre en question régulièrement. Avoir des personnes similaires, ça nous place dans la complaisance et parfois on arrête même d'apprendre. Donc je reste sur, il faut avoir des équipes diversifiées, mais il faut avoir des équipes qui arrivent à travailler ensemble vers un même but, tout simplement. D'accord, ok. Est-ce que, peut-être ma dernière question sur ça, après on va parler plutôt de la stratégie go-to-market, etc., mais est-ce que vous avez arrivé à nouer des partenariats avec des écoles, des universités? C'est un peu... Tu sais, moi, je fais beaucoup d'allers-retours, comme tu le sais, entre l'Europe, la Côte d'Ivoire. J'adore la Côte d'Ivoire, pays magnifique, etc. Je remarque quand même qu'à l'image de beaucoup de pays africains, il y a un gap au niveau de l'éducation. Tu vois. Comment on fait quand on est une start-up, scale-up innovante, avec une ambition incroyable, pour aller chercher effectivement des talents sur le continent, quand malgré tout, il y a un gap au niveau des structures éducatives? Est-ce qu'il y a un gap? Qu'est-ce qu'on recherche? Je pose souvent la question. Qu'est-ce qu'on recherche concrètement? Tu veux un staff ingénieur qui a travaillé chez AWS pour une compagnie pour une start-up de 50 personnes qui travaille sur des problématiques africaines dont il n'a aucune idée. La formation est la même. Le temps de formation et d'adaptation est le même. Donc, de quel gap on parle? J'ai quelqu'un qui connaît le problème. Je dois l'accompagner. Dans mon équipe, j'ai des personnes de Grèce, j'ai des personnes de France, j'ai des personnes de Belgique, j'ai des personnes du Canada qui peuvent le faire monter en compétences. D'accord. Je ne vais pas me limiter. D'accord. Je ne vais pas aller chercher des juniors en France. Non. D'accord, okay. Je vais les prendre sur le continent, je vais les former. Et quand ils vont sortir de Jamo, ils vont dire « je suis sorti d'une école de formation en technologie ». Okay. Et c'est là le problème de cette question de compétences. Ouais. Moi, je suis arrivée sur le continent quand j'ai commencé à recruter chez Wave. Près de 80% de mes recrutements étaient africains. Ils étaient surpris. Oui, c'est vrai, je suis allée taper un peu dans la diaspora qui voulait rentrer. Ça, c'est vrai. Mais je suis désolée. On a des personnes qui sont brillantes. Il faut juste aller les chercher et les façonner à notre image. Et parfois, plus tu les prends jeunes, plus ils sont malléables. Pas malléables dans le sens de les manipuler, mais malléables dans le sens de si on a besoin qu'ils soient ultra performants, je peux changer sa manière de voir les choses. Moi, quand je rentre chez Jamo, mon assistante RH, elle est lente. Elle est lente. Et oui, si la lenteur, pour moi, était un critère de performance parce que ça allait au Canada, l'agilité, je ne pouvais pas travailler avec elle. On a pris 1 an et demi ensemble. Grâce aussi au support de mon équipe. Je ne l'ai pas fait seule. On a chacun travaillé sur un aspect, soit de sa personnalité, soit de sa technicalité. Aujourd'hui, mon assistante RH est performante comme un manager. Elle t'enclenche le travail. Donc, quand on me dit « il n'y a pas de talent », je dis « c'est quoi le talent ?» Il n'y a pas la technicalité. C'est quoi la technicalité? Je répète, quelqu'un qui a travaillé sur AWS ne connaît pas les problèmes d'Internet. Il ne connaît pas les problèmes en fait, lundi, tout va bien et mardi, la BCAO change d'avis. Il ne connaît pas le problème de ta solution, elle est technique, elle est super, mais le gars veut quand même venir te voir en personne. Donc, à partir de ce moment-là, si nous tous, on doit ramp up sur quelque chose, le seul arbitrage qui se fait, c'est combien de temps j'ai pour le faire ramp up. Si je n'ai qu'un mois, ce n'est pas le même profil que je vais aller chercher. Si j'ai 3, 4, 5 mois, je peux me permettre d'aller prendre certains profils. Et tout ça, ça part de la planification des recrutements. Parlons de la stratégie go-to-market maintenant. Donc, on a dit, donc Jamo, grosse ambition, beaucoup de pays à aller chercher. Comment on met en place une équipe sales? Tu sais que moi, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est ce qu'on fait chez Théodros, on forme des sales. Et comment tu vois les choses, toi, à ce niveau-là? À ce niveau-là, tu as besoin, puisque c'est le cœur en fait de l'activité, c'est le produit qu'on vend. Il faut qu'il soit adopté, tout simplement. Donc, il faut que tu aies d'abord toute l'implication de la haute direction du leadership. Donc, généralement, quand tu commences, un de tes cofondateurs est en sales. Un de tes cofondateurs fait du business. Ah, ça, dans l'occurrence. Voilà, tout simplement.
Et ensuite, tu regardes les gaps et tu rajoutes des personnes pour combler ces gaps-là. Dans un secteur comme celui des mobile money ou des institutions financières digitales, la réalité est que le sales va être divisé sur plusieurs départements. Ouais. Tu as les opérations qui font de la distribution et qui vont faire des point of sales. Tu as le BizDev qui va aller te chercher des clients, comme je dis encore une fois, qui te font un volume ou qui sont capables d'absorber un certain volume ou qui sont la cible finalement de ton produit business. Et ensuite, tu vas aller créer des partenariats stratégiques qui vont réduire ton besoin de pénétration du marché, tout simplement. Prescripteur. Et tu vas investir dans ton marketing. Est-ce que c'est du digital? Est-ce que c'est du traditionnel? Est-ce que c'est de l'hybride? Ça dépendra du marché. Tu auras des marchés en Afrique là où tu auras beau faire du digital, ça ne marchera pas. Tu auras des marchés en Afrique là où si tu ne fais pas du digital, ça ne marchera pas. Et tu auras des marchés là où tu es obligé de faire un mix des deux pour pouvoir obtenir. Ça, c'est marché. Ouais. Après, tu as le type de produit. Même dans notre gamme de produits Jamo, aujourd'hui, on a différents produits et qui vont avoir un go-to-market complètement différent. Et pour ça, une seule chose, la recherche. Il n'y a qu'une seule chose, la recherche et la proximité avec ton marché. Même en étant en Côte d'Ivoire, comment tu approches Abidjan, c'est pas de cette même manière que tu vas approcher Yamoussoukro. C'est pas de cette manière dont tu vas approcher Korogo. C'est pas de cette manière dont tu vas aller à Dakar et approcher Dakar. Tu vas aller à Thiès, c'est autre chose. Et c'est cette particularité-là. Et c'est pour ça que j'aime bien dire de quelles compétences on dit que nos talents n'ont pas. Aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aller à Korogo, j'ai besoin d'aller recruter quelqu'un qui est là-bas, qui connaît sa population, qui sait exactement comment les approcher. Et tous mes diplômes d'Harvard ne me donneront pas la solution. Ouais, bien sûr. C'est celui qui connaît. Et c'est là où aussi que vient la complexité. En fait, je te dirais, de tout ce qui est marketing, parce que lorsque je dis le mot marketing, j'intègre vente, cross-selling, upselling, j'inclus développement des affaires, et j'inclus distribution, et j'inclus communication, branding et croissance. C'est ce que j'appelle du marketing, moi. Et c'est très complexe. C'est très complexe. C'est au millimètre près que tu peux te tromper. Donc, le type de profil. Là, par contre, sur ces profils-là, il faut être très précis. Jamo a la chance d'avoir quelqu'un qui a quand même été, lorsque je te dis que j'étais en agence et chasseur de tête, ma spécialité, c'était les ventes et le marketing. Donc tu connais. Donc je connais les profils. Cependant, c'est vrai, c'est quelque chose dont toi et moi nous avions déjà parlé, il y a un problème entre le nombre, ou en tout cas la disponibilité des types de profils. Exactement. Sur certains rôles, j'ai besoin de un hunter, mais qui est très agressif. Sur d'autres rôles, j'aurais besoin d'un développeur d'affaires qui est plutôt sur des très longs cycles. Sur un de mes volets, j'ai besoin de BizDev qui sont purs transactionnels, qui n'ont aucune émotion. Et derrière tout ça, j'ai besoin de gestionnaires de comptes qui peuvent gérer cette relation avec le client derrière, le maintenir, le faire même fleurir, si je peux me permettre ce terme-là. Et après, j'ai besoin d'un profil qui va être capable de cross-sell, de upsell, mais d'une manière soft. Et ça, c'est souvent mon conseiller client ou mon conseiller au service à la clientèle. Donc, c'est plutôt dans la disponibilité et la qualité des profils que j'ai des blocages aujourd'hui sur le marché. Tout le monde veut être BizDev, mais tout le monde n'est pas BizDev. Et souvent, c'est dur. C'est dur pour quelqu'un qui avait envie d'être sur le terrain, envie d'aller rencontrer CFAO, envie d'aller rencontrer Carrefour. Et tu lui dis, dans mon évaluation, tu n'es pas un hunter, tu n'es pas un closer. Donc, je ne peux pas t'envoyer rencontrer ce type de clients qui sont souvent des clients à traction très lente. On parle de cycles de vente qui peuvent passer à 6 mois, de 1 mois à 6 mois. Et ça, c'est juste pour une signature de contrat. Je ne parle pas même encore du lancement de l'activité. Et j'ai besoin d'un certain type de profil. Mais à l'inverse aussi, il faut que ma direction comprenne. Ils vont te dire, mais non, mais il n'est pas agressif.
Je dis, mais c'est parce que pour cette vente, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'agressif. Et la beauté de travailler avec des cofondateurs qui sont tout autant techniques qu'humains, que centrés sur l'humain, c'est qu'ils ont tendance à te faire confiance. Oui. Et généralement, comme je dis, quand tu fais confiance, ça paye toujours. Ça paye toujours. Aujourd'hui, on a une équipe, elle est diverse. Hein. C'est vrai qu'au Sénégal, on a pris des Sénégalais. En Côte d'Ivoire, on a pris des Ivoiriens. Mais on a allé chercher de l'aide dans d'autres pays africains pour venir supporter nos activités. On a des jeunes, des moins jeunes, et qui sont brillants et qui ont justement accepté cette éducation pour celles et ceux qui sont venus d'abord en stage et qui aujourd'hui sont business développeurs. Ils sont parfaitement à l'aise. Il y a des gens qui ont fait de la mobilité interne, qui étaient conseillers clients, mais qui avaient cette hargne-là, ce désir de vente. Et on a rapidement identifié, on s'est dit, OK, on va faire un plan de développement en fait personnel des compétences et t'accompagner à devenir le business développeur que tu penses être et que tu es de toutes les façons. Ça aussi, je tape un peu dans la formation. Je pense qu'avant d'aller chercher en externe, il faut regarder à l'interne. Est-ce que je n'ai pas quelqu'un qui a cette compétence ou qui est diamond-like un joyau brut. Voilà. Un hidden diamond, vraiment, et puis en formant, en accompagnant, il va devenir mon top performer. J'ai un exemple parfait là-dessus. Je cherchais un ingénieur SRE. Donc, tu sais que les SRE, c'est un peu difficile à trouver parce que ce n'est pas forcément des ingénieurs qui... Tu peux juste définir ingénieur SRE oui. S'il te plaît. Oui, j'avais oublié. Donc, le Site Reliability Engineer, c'est généralement l'ingénieur support, finalement. Donc, support de niveau 3, on va dire, lorsqu'on rencontre un problème en tant que client. Donc, c'est ça, mon Site Reliability Engineer, et qui est capable de permettre à l'application de fonctionner, même si mon développeur n'est pas disponible. Donc, c'est une carrière qui est un peu difficile, et ça, c'est dans le monde entier. Très peu de personnes ont envie de rester SRE. Ils rentrent dans le métier parce que pour eux, c'est leur porte d'entrée vers le code. Donc, déjà, la rareté du profil, elle est internationale. Ensuite, je me suis dit, OK, quel est le type de profil dont j'ai besoin? Laissons la technique. J'ai besoin de quelqu'un qui aime le client, tout simplement, et qui adore aider le client. Et j'ai dit, d'accord, voilà mon budget, voilà le profil, voilà la rareté, j'ai besoin d'embaucher en 3 semaines. Comment je peux le faire? J'ai fait un appel en interne. J'ai dit, quels sont ceux qui ont eu des diplômes en ingénierie? On sait très bien, on est en Afrique. On sait que un ingénieur peut être chauffeur. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Et j'ai eu plusieurs CV qui sont rentrés. Je les ai testés en priorité. Moi, quand j'ouvre un poste en interne, c'est vraiment, je suis dédiée d'abord à mes clients internes, donc mes employés. Je fais le procès, je fais le test. Et ensuite, juste pour pouvoir prouver que ma théorie est bonne, j'ouvre le poste en externe 1 semaine et je fais faire les tests. Et si tu sais qu'aujourd'hui, mon e-player SRE vient de mon service à la clientèle. Tu avais raison. Okay. Tout simplement, donnant la chance aux jeunes de montrer leurs compétences. Je ne le dis pas comme sermon, parce que étant moi-même à un niveau exécutif, il y a plusieurs réalités à coller. Hein. Comme je t'ai dit tantôt, il y a le temps de formation, il y a l'urgence du poste, il y a aussi, quand sont dus mes résultats? Parce que si mes résultats sont dus le 30 mars, je n'ai pas cette latitude. Mais peut-être que je vais réaliser, tiens, il y a cet ingénieur-là qui est un super coach. Il a un peu de latitude ce trimestre-là. Je vais le pair avec un junior pour le monter en compétence. Il n'y a que l'accompagnement, et je vais faire un tout petit retour sur ma carrière. Je t'ai parlé de Don Williams, qui a été ma mentor, mais je ne t'ai pas parlé de Mario Caron. Lorsqu'il m'a rencontré en ingénierie d'imagerie médicale, il m'a regardé, il m'a dit, je veux que tu me fasses ma certification ISO 14001. Je computais des vacances à ce moment-là. Il m'a fait confiance et il m'a accompagné. Il m'a fait travailler avec le facility manager et le responsable de l'ingénierie, lui-même étant ingénieur procédé. Ensuite, c'est le même Mario Caron qui m'a dit, je quitte l'ingénierie d'imagerie médicale, tu viens avec moi en construction, tu seras sales, parce que tu as la compétence de sales. J'étais là, de quelle compétence il parle? De quoi il parle?
Mais il m'a fait confiance. Ouais, il a vu quelque chose en toi. Exactement. Et il m'a accompagné, il m'a outillé. Ensuite, Dawn Williams, c'était la même chose. Elle devait me positionner quelque part et elle s'est dit non, il y a un talent, il y a quelque chose. Je ne mets pas la main, je vais peut-être prendre 1 an pour que ça marche, mais je prends cette chance. Et c'est parce que ces gens-là ont pris cette chance avec moi que je suis la professionnelle chevronnée que je suis aujourd'hui et que j'ai pu avoir différentes expertises. Même Wave, c'est parce que Wave me fait confiance. En 2 semaines, en 3 mois, parce que je t'ai parlé d'une promotion, mais j'en ai eu plusieurs qui se sont succédés comme ça, mais tout part de la confiance. Et pareil chez Jamo. Écoute, moi, j'aime bien dire, comme mon boss m'a dit, bon, ben Félicia, là, c'est bon, tu es head of people. Je dis, pardon, de quoi tu parles, s'il te plaît? Je suis toujours... Il dit, non, tu es head of people, donc tu vas pouvoir je veux que tu travailles sur les budgets, avec la finance, le PNL. Je dis, mon ami, j'avais 4 de moyenne en maths. Qu'est-ce que tu es en train de me faire comme ça? Mais rien que la confiance qu'Hassan a placée en moi m'a permis, en fait, de me dépasser. Et ce n'est que ça. Donc, nous aussi, donnons la chance aux gens pour qu'ils puissent se dépasser. D'accord. Waouh. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu si tu peux, donner des chiffres de perspectives de recrutement pour Jamo, pour peut-être les prochaines années, peut-être la typologie de métier que tu prévois de recruter, peut-être un petit nombre sur sales, tech, etc. Alors, cette année, je suis 100% focus tech. D'accord. Tech, moi, mon département tech, c'est l'ingénierie, la data, le produit en général. Et aujourd'hui, c'est là où je vais recruter. Je pense que sur toute l'année, je vais recruter une vingtaine ou une trentaine de personnes. On va sortir les postes au fur et à mesure parce que je ne veux pas non plus surstaffer ou avoir trop de personnes à intégrer parce que l'intégration aussi compte dans la performance d'un individu. Donc voilà, oui, on est vraiment, vraiment focus tech cette année. Okay. Mais international. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes des jeunes ingénieurs, que vous êtes intéressés à rejoindre une compagnie tech comme Jamo, venez, retrouvez-nous, postulez, n'ayez pas peur. Au-delà de l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a peut-être des ambitions qui vont grandir et qui vont naître sur d'autres pays, d'autres régions du monde? Comment tu vois les choses? Je pense que oui. Je pense que notre ambition ne peut pas être restrictive, mais on a à cœur, chez Jamo, de régler les problèmes sur les marchés là où on les a identifiés immédiatement. D'accord. Je te donne un exemple. Ce ne serait pas pertinent d'aller immédiatement au Kenya. D'accord. Par exemple, on a M-Pesa qui fait un très beau travail là-bas. Il n'y a plus, en fait, cette notion de non-autonomie financière. Oui. On a quand même, notre ambition, c'est quand même ça. C'est quand même autonomiser financièrement la population africaine et les outiller avec ce dont ils ont besoin, que ce soit aujourd'hui les rendre éligibles à du financement, les rendre éligibles à de l'investissement. Nous, aujourd'hui, chez Jamo, on peut investir des 5 000 francs CFA. Tu peux avoir un portefeuille diversifié qui te rapporte de l'argent. Tu peux aller avoir une épargne rémunérée à 6%. Donc, c'est ça, en fait, notre objectif. Et il ne faut pas qu'on perde de vue ce dernier. D'accord. On ne va pas vite parce qu'on veut aller bien. Qu'est-ce que tu penses de Revolut? Est-ce qu'on peut vous qualifier de concurrent? Je pense que c'est notre seul vrai concurrent. Ok. Réellement. Okay. C'est notre seul vrai concurrent aujourd'hui et je ne disqualifie pas le reste du marché ivoirien ou africain. Attention. Je dis l'ambition n'est pas la même. L'essence de notre ambition n'est pas la même. Tu as ceux qui vont mimiquer ce que nous faisons plus en réponse à ce qu'on fait. Et tu as l'essence réelle de la compagnie. Revolut voulait simplifier. Jamo veut simplifier. Donc aujourd'hui, si Revolut éventuellement dit on vient en Afrique, réellement, là on va s'asseoir et puis on va se dire OK, we have a competitor, a real one. Tu sais qu'ils sont au Maroc là. Pas réellement. Ils viennent d'annoncer des choses au Maroc. Alors. Oui, mais c'est pas des activités. Ouais. C'est pas des activités, c'est créer de l'emploi finalement. Ouais. Et c'est un partenariat stratégique, mais ce n'est pas pour venir. Et puis tu sais, faut avoir les agréments.
Les agréments, là. Il faut les obtenir. Et puis, tu sais, j'aime bien dire, c'est beau d'être challengé. Ouais. Ça te pousse à faire mieux, à faire plus. C'est quand tu es dans l'adversité que tu rentres. C'est quand tu es au pied du mur que vraiment tu rentres dans tes derniers retranchements et que tu crées quelque chose à valeur ajoutée, mais quelque chose de magnifique. Ok, super. Je pense que nous, on aime le challenge même. Je pense que c'est dans notre essence aussi chez Jam. On aime le challenge. Super. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année 2026? Du succès. Du succès et puis de pouvoir aussi influencer positivement, je dirais, la jeunesse en Afrique, les professionnels, qu'on se recentre sur les choses les plus importantes, nos compétences, notre réussite, se rappeler que la réussite, elle est collective, donc tirer les gens avec nous vers le haut, et puis reprendre confiance dans le continent et puis dans nos jeunes professionnels, tout simplement. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on forme les business développeurs de demain. Ben oui, je suis très ouverte. C'est un vrai sujet, tu vois. Genre, on entame là, pour cette année des formations avec des intégrateurs de solutions cloud. Super. Et vraiment, le contexte, il est très, très important. Je trouve, en tout cas, moi, qu'on a beaucoup parlé de tech ces dernières années. Oui. Normal, parce qu'il y a une pénurie qui était énorme. Oui. Et là, c'est vrai que quand tu regardes le marché, on se rend compte que finalement, le sales est tout aussi important. Exactement. Et en fait, on n'arrive pas à adresser les métiers. Oui. Donc moi, je me bats au quotidien pour former des sales. Donc si jamais vous souhaitez vous former, à l'école Théodros, on le fera avec plaisir. Super. Je vais te laisser le mot de la fin. Merci. Tu peux dire ce que tu veux à l'audience, perso, pro, voilà. Tu sens quoi? Alors moi, j'aimerais beaucoup inviter les gens à se rapprocher de toi. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont un profil de vendeur, que ce soit par choix ou par défaut, je pense qu'il est très important de toujours continuer à se former. Se former, c'est la clé du vrai succès. On arrête de grandir quand on arrête d'apprendre. Même aujourd'hui, à mon niveau de Head of People, je prends des cours de HR chaque année. Je prends des cours de budget chaque année. Je prends des cours sur le payroll parce que tout évolue rapidement. Formez-vous et puis tout est possible finalement. Donc, bonne continuation. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félicia. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. C'était un super épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'école Théodros, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, sur YouTube, bientôt sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à me contacter en direct sur LinkedIn. Je réponds à beaucoup de questions par mail, notamment sur l'impact du métier de commercial dans les nouvelles technologies. Il y a un vrai sujet. Je le répète systématiquement, vous avez énormément d'entreprises qui recrutent. Donc, si vous souhaitez vous former en 2026 sur des métiers qui recrutent, vous savez où nous trouver. On vous attend. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.